masculine. Cette annonce, elle avait déclenché une vague d'indignation. Faire un partenariat avec une entreprise qui participe à la pédocriminalité, ça vous dérange pas? Nous condamnons particulièrement ce qui s'est passé. 2/3 des produits vendus seraient non conformes aux exigences européennes. On au BHV! On au BHV! Dites donc, si vous avez envie de crier, allez faire ça ailleurs que chez moi. T'en fais pas, Simone, le bateau flotte encore. Bonjour Maud, bonjour à tous. Nous nous réjouissons de vous retrouver. Nous allons passer 2 heures ensemble. On va vous expliquer pourquoi la France est dans tous ses états. On vous espère à l'écoute et en pleine forme, parce que les sujets d'aujourd'hui ont du mordant. Alors, les loups sont entrés dans Paris. Alors, pas par ici, mais par le BHV, malgré la levée de boucliers, et les poupées sexuelles. Shine s'installe en face de la mairie de Paris, au BHV, sur les bords de la Seine, en grande pompe. Et on va comprendre un petit peu le malaise que ça soulève, auprès des professionnels du prêt-à-porter et des élus parisiens. Faut-il séparer les femmes des hommes dans les transports en commun? Une compartimentation qui est déjà en vigueur au Japon, en Inde, au Brésil. Alors l'insécurité qui vise les femmes bouscule les codes de la société et révèle un malaise tragique. Est-ce pour autant conforme aux valeurs de la République? On en discutera également. On se réjouit de la libération du policier qui était incarcéré à titre provisoire avant son procès, Eric, donc on en avait parlé sur cette antenne. L'Europe veut que l'on repasse son permis de conduire tous les 15 ans, c'est-à-dire qu'il y ait une visite médicale pour savoir si on est apte à conduire. C'est une révolution. Si l'Europe s'occupe maintenant des permis de conduire, peut-être qu'il pourrait aussi s'occuper, Maud, des régulations de vitesse dans les chemins vicinaux, 30-40, est-ce qu'il faut passer par ici, est-ce qu'il faut passer par là? Voilà. Et puis alors, il y aurait eu du rififi à l'Élysée avant la programmation de la cérémonie d'inauguration des Jeux Olympiques. Madame Macron aurait eu des réticences sur Aya Nakamura. Bon, on en saura un petit peu plus. Et puis, dans la deuxième heure, donc de 13 à 14 heures, on va recevoir, j'allais dire, un électron libre de la droite française, Jean-Frédéric Poisson, un homme libre, en tout cas, qui incarne une droite d'un peu différente, et on va voir avec lui, est-ce qu'il faut réinventer la droite? Comment réinventer la droite? Et puis surtout, comment on peut relancer la France? C'est un homme qui a une vision très large, une ouverture d'esprit totale, c'est un véritable démocrate. C'est un conservateur, mais on va comprendre s'il y a matière, puisqu'il est chrétien aussi. Est-ce qu'il y a encore de l'espérance pour que ce pays sorte du marasme dans lequel il est plongé? Est-ce qu'il y a des raisons d'espérer? Voilà le menu. Vous restez avec nous, vous nous appelez. Un mot, c'est quoi le téléphone? 0826 300 300. On compte sur vous, parce que vous nous appelez pas beaucoup, et je sais que vous avez des choses à dire, je sais que vous êtes interpellés par l'actualité. Alors soyez dans tous vos états, chers auditeurs de Sud Radio, et participez avec nous à cette émission qui est ouverte à toute la France. À tout de suite. Sud Radio, la France dans tous ses états, l'humeur de Perico. Alors, la question du jour est de savoir si les soldes s'installent en justice. On apprend que l'assassin d'Adrien Pérez a été libéré au bout de 7 ans, donc 8 ans de remise, 50% de rabais sur la peine qu'il devait effectuer. Je rappelle les faits, alors qu'il sortait d'une boîte de nuit, c'était en juillet 2018, alors qu'il sortait d'une boîte de nuit, il fêtait son 26e anniversaire. Adrien est poignardé au cours d'une rixe consécutive à une altercation qu'il y avait déjà eu à l'intérieur de la boîte. Son assassin est condamné à 15 ans de prison, mais le juge d'application des peines vient de le libérer. On a entendu le désarroi de la maman d'Adrien Pérez, qui s'exprime publiquement pour clamer son indignation. Un des motifs de la libération anticipée est que le condamné a trouvé un emploi, il semblerait un food truck tenu par un des membres de sa famille. Il avait eu des aménagements de peine, il avait bénéficié de mesures. Et effectivement, on se pose légitimement la question. 15 ans de prison pour l'assassinat avéré d'un jeune homme qui fêtait son anniversaire après une rixe. On se dit, c'est la peine que la justice a prononcée au nom du peuple français. 15 ans, ça aurait pu être beaucoup plus, évidemment. On rentre pas dans le contenu du jugement, mais 15 ans, c'est 15 ans. On estime que lorsqu'il y a un procès, la défense a fait jouer tous les éléments en faveur de l'accusé, et que la peine est donnée, est-ce qu'on peut considérer qu'elle est donnée à minima ou au maximum? Enfin, 15 ans, c'était déjà peut-être pas très cher payé pour la circonstance. Donc, effectivement, on peut légitimement s'inquiéter de savoir qu'il y a des juges d'application des peines qui peuvent passer par derrière. C'est une disposition qui a été voulue par le Parlement, par le gouvernement. Il y a un deuxième juge qui vient remettre le procès en cause. C'est une espèce de troisième cour d'appel, quelque part. C'est assez insolite au moment où, justement, on a des problèmes avec les exécutions provisoires. Là, c'est
c'est une libération ou c'est une atténuation de la peine. Et il y a un débat au sein de la magistrature, au sein de l'opinion publique. Et c'est sûr que cette libération de l'assassin d'Adrien, quand on a entendu la maman hier s'exprimer, c'est absolument déchirant. Donc est-ce que les peines doivent être appliquées? C'est le sujet qui anime aujourd'hui beaucoup la classe politique. Est-ce qu'elles doivent être expliquées rigoureusement? Et est-ce qu'un magistrat, aussi impartial soit-il et compétent soit-il, a le droit de dire, eh bien moi je remets le jugement en cause, je considère que 15 ans c'est trop, et on pourra sortir au bout de 7 ans, de 8 ans, de faire la moitié de la peine. Bon, voilà c'est le débat qui est ouvert, et je pense qu'on aura certainement l'occasion d'en parler sur cette antenne. Et si vous souhaitez réagir, 0826 300 300, il n'est jamais trop tard. Restez bien avec nous, on inaugure l'ouverture de Shein au BHV. Vous nous en avez dit un mot, tout à l'heure, Perico. On en parle dans un tout petit instant avec nos deux invités. Pour réagir, toujours le 0826 300 300. À tout de suite. Sud Radio. Sud Radio. Parlons vrai. Parlons vrai. Sud Radio. Parlons vrai. 10-14h. Sud Radio. La France dans tous ses états. Le fait du jour. C'est désormais. Sont entrés dans Paris. L'un par ici, l'autre par Ivry. De nous sont entrés dans Paris. Oh, tu peux rire. Charmante Elvire de... C'était un faux départ. Bon, vous vous appelez pas Elvire, vous appelez Maud, mais effectivement, les loups sont entrés dans Paris. Absolument, c'est désormais officiel et inévitable. Le BHV se prépare à accueillir le géant chinois de la fast fashion, Shein. Ouverture en grande pompe demain, malgré une opposition massive du gouvernement, de la mairie de Paris, des fédérations commerçantes et de l'intersyndicale du BHV. Le combat est-il définitivement perdu contre ce mastodonte du prêt-à-porter chinois? On en parle avec l'adjoint à la mairie de Paris, Nicolas Bonnet-Oulach, qui nous rejoint dans un tout petit instant, et le directeur du service entrepreneuriat et innovation de la Fédération française du prêt-à-porter féminin, Thibault Ledunois. Alors voilà, c'est fait, Shein est arrivé, pas n'importe où, c'est en face de la mairie de Paris. Madame Hidalgo aura en face d'elle, le BHV qui est une institution parisienne, je me souviens, on allait à la quincaillerie au sous-sol, c'est un bazar de l'hôtel de ville. Un bazar, ça veut tout dire, c'est un endroit populaire, et aujourd'hui, c'est un site où le symbole, j'allais dire, de la mauvaise mondialisation va s'installer pour proposer des produits extrêmement contestés. Shein s'installe donc en France, à Paris, avec une grande affiche gigantesque présentant Frédéric Merlin, PDG du BHV, et Quist Huang, qui est le patron de Shein, proclamant leur joie, leur bonheur. Voilà, ils disent d'ailleurs, fallait-il publier cette affiche. La symbolique est terrifiante, parce que on est quand même prévenu. Aujourd'hui, on veut protéger le commerce extérieur de la France, on veut protéger nos industries, on veut surtout protéger le consommateur, la qualité des produits, on veut une forme de consommation éthique, et nous ouvrons la porte. Voilà. Est-ce que la France est une bergerie dans laquelle on a fait rentrer le loup, ou tout simplement un poulailler où le renard est rentré? Enfin, en tout cas, on a cette sensation, on a cette impression. Le malaise est total. Vous avez des gens qui vous disent pas du tout, c'est très bien, ça va permettre aux gens qui ont des pouvoirs d'achat assez faibles de consommer et de s'offrir des produits. Mais pourquoi ces gens-là sont condamnés à se contenter de ce produit-là? Shein, vous prononcez bien, c'est Shein, voilà. Je ne dis rien d'autre, mais je vous soupçonne de vouloir faire passer un message. Je ne sais pas, mais enfin, à un moment donné, non, mais on en a ras la casquette, c'est à ce point-là. Et pourtant, c'est-à-dire qu'on a beau mobiliser l'opinion, les forces passent, et l'intérêt financier a le dernier mot, la mondialisation. À quoi sert l'Europe? À quoi sert la République? On se sent pas du tout protégé. Donc merci à nos deux invités. Ici, Nicolas Bonnet-Oulach. Nicolas Bonnet-Oulach est déjà venu dernièrement quand on commençait à s'inquiéter. Vous êtes adjoint à la mairie de Paris. Vous avez une opinion très certaine, courageuse d'ailleurs. Je ne sais pas si elle est en conformité avec la majorité du conseil municipal de Paris, mais vous êtes un élu communiste, mais vous défendez le consommateur. Je me souviens des affiches du Parti communiste quand j'étais gamin. Il fallait consommer français, Georges Marchais. Donc c'était pas du protectionnisme, c'était du patriotisme, et on en est toujours là finalement. Et puis nous avons aussi le président Thibault Ledunois, directeur du service entrepreneurial et innovation de la Fédération française du prêt-à-porter, qui lui est en colère totale. Il a vraiment poussé un coup de gueule, et on va l'entendre. D'ailleurs, je commence par vous, Thibault Ledunois. Qu'est-ce qui vous indigne le plus dans l'arrivée de Shein au cœur de Paris?
Bonjour, merci déjà pour votre invitation. Nous aujourd'hui, c'est l'impunité du pire qui nous choque et qui nous terrifie. Je pense que c'est un accord de la honte et ça, on l'a plusieurs fois répété entre Chine qui vend des poupées pédopornographiques, qui est régulièrement et encore une fois la semaine dernière accusé d'avoir des produits à 70% non conformes et même dangereux. Je le rappelle que les produits de Chine, au-delà d'être des produits qui sont de très maigre qualité, sont dangereux pour les consommateurs et puis par ailleurs qui sont basés sur l'esclavage et on ne le rappelle pas assez que évidemment un vêtement à 1 ou 2 centimes aujourd'hui de coût de fabrication est forcément basé sur des personnes qui sont exploitées à l'autre bout du monde et aussi des personnes qui sur notre territoire sont en train de perdre leur emploi. Voilà, je pense qu'il y a énormément de raisons aujourd'hui d'être choqué et d'être profondément en colère, en effet, de cette arrivée de Chine en France demain. Une ouverture en grande pompe ce soir avec des influenceurs et comptez sur nous pour être sur le terrain avec Nicolas et l'ensemble des parties prenantes et des associations pour défendre notre territoire, nos valeurs, notre créativité évidemment, nos savoir-faire et notre économie. On pensait que nos institutions européennes, nationales nous protégeaient. Quel est le motif de l'Union européenne? Concurrence loyale, libre et non faussée.
La France dans tous ses états, les perles du jour. Perico, on vous écoute. Eh bien, le Parlement européen a définitivement adopté le 21 octobre une réforme du permis de conduire dans les 27 États membres. Le texte prévoit notamment une visite médicale obligatoire tous les 15 ans et un renforcement du partage d'informations entre pays pour mieux sanctionner les infractions. Objectif affiché, 0 mort sur les routes de l'UE d'ici 2050. Une directive qui fait évidemment pas tout à fait l'unanimité. Incroyable que l'Union européenne veuille se mêler comme ça de la santé de nos conducteurs. Alors je comprends qu'il y a un problème, effectivement. Il y a des personnes qui conduisent aujourd'hui qui sont peut-être pas en état de conduire. C'est des personnes âgées, c'est souvent des jeunes. Hein. Bon, oui. On se demande s'il faudrait pas un contrôle, disons pendant les 15 premières années, un contrôle tous les 2 ans. On peut tout repenser sur le permis de conduire parce qu'aujourd'hui ça va un peu en adolescence et effectivement il y a des personnes âgées. J'en connais moi-même. Je vois qu'à partir de 80, 95, je croisais l'autre jour une personne de 93 ans qui conduisait c'est la famille qui lui a retiré les clés de la voiture ou son permis de conduire. Donc on fait une police à l'intérieur même de la famille. Alors qu'il y ait une réglementation, je la comprends. C'est curieux que ce soit le Parlement européen qui s'en saisisse. Alors faut peut-être uniformiser. Je comprends leur problème. Pour autant, je pense que c'est une décision qui relève du gouvernement français, qui relève du Parlement. Je pense qu'on est assez grand en France pour savoir qui peut conduire, qui ne peut pas conduire. Qu'il y ait besoin d'une réforme, ça c'est acquis. On est bien d'accord. Je suis pas certain que ce soit des gens qui soient à Bruxelles, qui soient les plus indiqués pour savoir s'il faut ou pas recontrôler le permis de conduire. Oui, puis en attendant, celui qui a renversé Matisse et qui l'a tué samedi matin n'était pas une personne âgée à qui on avait imposé... Enfin bref, il n'est pas son même profil. C'est au-delà du permis de conduire. Voilà. Il n'avait pas son permis de conduire d'ailleurs. Il n'avait pas son permis de conduire. Alors là en plus. Mais là, les pouvoirs publics sont interpellés. Évidemment, la justice, les institutions et hélas, ce genre d'incident qui était autrefois un fait divers rarissime est devenu un fait de société récurrent, pour ne pas dire quelquefois, dans certaines circonstances, la norme. Et là, il y a de quoi s'inquiéter et s'indigner. Alors nous vous en parlions la semaine dernière. Le policier de 26 ans, Eric, placé en détention depuis 15 mois pour avoir abattu un clandestin algérien qui s'était introduit dans la propriété de sa grand-mère, a été libéré hier soir dans l'attente de son procès. Pour rappel, son avocat avait réclamé plusieurs fois sa libération. Le parquet de Bobigny s'y était systématiquement opposé. Et nous recevons aujourd'hui sa sœur, la sœur d'Eric, Eva, avec qui nous sommes en ligne. Bonjour Eva. Bonjour Eva. Bonjour. Bon, je suppose que pour vous, on évoquait la semaine dernière les conditions avec son avocat, les conditions très étonnantes de maintien en détention de votre frère. Je pense que pour vous, c'est un soulagement aujourd'hui. Ah oui, on n'y croyait pas. On était hier soir, c'était vraiment l'euphorie. On était super heureux de retrouver Eric. Mes parents sont allés, ont tout lâché. Ils sont partis à 10h du soir le chercher à la prison de Villepinte. Donc c'était beaucoup d'émotions. Moi et mes sœurs, il y avait qu'une de mes sœurs sur place. Mais moi et mon autre sœur, on était en visio pour partager ce moment avec mes parents et lui. C'était incroyable. On n'y croyait pas. On se demandait même si c'était pas un rêve, qu'on n'avait pas rêvé de cette nouvelle. Quelle est l'instance qui a pris la décision ? Quelle est l'instance qui a pris la décision de son élargissement à titre provisoire, évidemment, puisqu'il y a le procès qui arrive ? Exactement. Je n'ai pas de détails de tout ça. C'est suite à la décision je suppose suite à la Constitution et voilà. Je ne saurais pas vous dire plus. Vous aviez interpellé la justice, l'autorité judiciaire qui est responsable de son incarcération. Vous aviez fait plusieurs démarches, je pense, avec l'avocat, auxquelles on vous avait répondu, pour l'instant, de façon négative. Oui, il y a eu 7 demandes de mise en liberté faites par Maître Lénard qui ont été refusées toutes systématiquement. Donc voilà, je pense que c'est suite à la Constitution qui a eu lieu que du coup, voilà, ça a sûrement débloqué des choses. Et un peu de pression médiatique. Ouais, je ne saurais pas dire ce qui a déclenché, mais bien sûr, ça ne peut que aider d'en parler. Et ça, on a mis beaucoup de temps à s'en rendre compte. On avait un peu peur, bien sûr, de médiatiser tout ça. Ça nous faisait peur. Et finalement, je pense que on a vu aussi qu'on a eu énormément de soutien. Voilà,
on pensait pas avoir autant de soutien, surtout. Bon, le principal, c'est qu'il soit dehors aujourd'hui. En attendant son procès, la justice doit se prononcer. On remet aucune institution en cause. Mais voilà, mais son maintien en détention provisoire semblait abusif. Maude. Eva, il était dans quel état, votre frère Éric, lorsqu'il a appris qu'il était libéré provisoirement avant son procès? Et vous l'avez vu en visio, vous avez pu échanger avec lui. Il était dans quel état? On l'a décrit comme quelqu'un de très affecté et de très affaibli en prison. Est-ce que vous confirmez ça? Oui. C'est vrai que c'était quelqu'un de très sportif, de très fort, aussi pour exercer le métier qu'il fait, qui est quand même un métier très, très compliqué. Donc voilà, physiquement, c'est quelqu'un de fort et c'est vrai que la prison l'a... Forcément, il a perdu. Éprouvé, il a été éprouvé, disait l'avocat. Il était fatigué, lessivé de tout ça. Et là, la libération, c'est sûr qu'on était tous un peu euphoriques, on n'y croyait pas, quoi. Quel est son tempérament? Bon, vous qui vous êtes sa sœur, vous l'avez vu, Éric, c'est quelqu'un d'apaisé, c'est quelqu'un qui a toujours été un petit peu tendu, un peu inquiet, un peu nerveux, ou au contraire, c'est quelqu'un qui se maîtrise totalement? C'est quelqu'un qui se maîtrise totalement, qui est très droit, qui fait son métier avec beaucoup de rigueur, c'est quelqu'un de très carré, voilà. Il aime son métier, il le fait par vocation et par passion. Exactement, il est passionné par son métier, il a même voulu faire CRS Alpin, ça c'était vraiment le but. Le but de tout ça, c'était parce qu'il a la passion de la montagne aussi, donc de mêler le secourisme. Il a vraiment envie de secourir les autres, et c'est vraiment un métier de passion. Je crois même après tout ça, il a pas envie d'arrêter tout ça. Le fait d'avoir sauvé des gens. Il m'a même parlé de cette femme qu'il avait sauvée d'un viol, qui s'était jetée dans ses bras en le remerciant. Cette expérience l'a profondément marqué et je crois que voilà, c'est sa passion. Donc l'idée qu'il ait tué ou de sang-froid ou par ignorance de la loi ou par perte de maîtrise de soi, l'individu qui s'était introduit chez votre grand-mère vous semble une idée qui ne tient pas la route? Non, mais bien sûr, quand on connaît Éric, on le sait. Non, c'est absolument pas ça. Je pense qu'il a eu très peur à ce moment et c'était lui. Il a sauvé sa vie, c'était lui ou l'individu en fait. Ça, j'en suis persuadée. Il se sentait en état de légitime défense. C'est la question que j'avais posée à l'avocat. Et pour l'avocat, il n'y a pas de problème. Pour lui, la légitime défense était constituée. Bien sûr, mais j'en doute pas. Donc votre frère Éric est confiant. Le procès a lieu quand, Eva? Ah, mais on n'a aucune date de procès. On ne sait pas, on nous a dit entre 1 an et 5 ans. Donc, ah oui. On ne sait pas. Donc la marge est énorme, quoi. Donc il n'y aurait pas eu de mobilisation de votre part, une démarche, interpeller les pouvoirs publics, la justice. Il aurait pu rester 5 ans en prison. Il aurait pu rester plus de temps que ça. Bien sûr, Maître Liénard et son cabinet a fait un travail formidable et je pense que peut-être il serait arrivé sans, je n'en ai aucune idée, mais je pense que la médiatisation a possiblement aidé aussi, ouais. On ne sait pas, tout ça, je ne peux pas me prononcer. Bon, en tout cas, on vous remercie vraiment pour votre témoignage, Eva. On vous souhaite de bonnes retrouvailles, encore une fois. Et puis on suivra ça, bien sûr, sur Sud Radio, les suites de ce procès. Voilà, merci beaucoup, Eva, d'être intervenue sur Sud Radio aujourd'hui. Sud Radio, la France dans tous ses états. Ne lâchons rien. En partenariat avec les chambres de commerce et d'industrie, les réussites du quotidien. On ne lâche rien avec Vincent Rigal aujourd'hui. Bonjour. Bonjour Vincent Rigal, CEO de Circular Place. En quoi consiste l'activité ? Alors chez Circular Place, on favorise la redistribution des actifs, c'est-à-dire qu'on va identifier et qualifier les gisements de nos clients et puis on va leur offrir des solutions de réemploi, soit en interne, soit en externe. C'est du service ? Alors c'est un service digital qui permet à nos clients de s'outiller pour pouvoir connaître quels sont leurs actifs. C'est la base de tout réemploi et puis ensuite trouver des débouchés en interne ou en externe. Quel genre d'activité vos clients ? Alors on a des clients de tout type. On travaille aussi bien avec des acteurs du facility management tels que Sodexo, que des hôteliers tels que le groupe Accor, ça peut ou être des banques. Voilà, à chaque fois qu'il y a un site qui ferme,
que faire de tous les actifs qui sont présents sur ce site et comment les redistribuer. Ce qui veut dire que ces grandes firmes n'ont pas en interne un service qui permet justement ce reclassement ou ce repositionnement. Ça passe par vous. Alors, elles le faisaient déjà, mais pas de façon optimisée. Compris. Et avec le digital, aujourd'hui, très rapidement, on peut inventorier des actifs. Grâce à l'IA, à partir d'une simple photo, on peut qualifier un article et créer une fiche, et à ce moment-là, la partager. Il y a un avantage sur, j'allais dire, l'impact social, l'impact économique. Ça permet de faire des économies, ça permet de reclasser des gens de façon plus pertinente. Alors, le principe de la solution est avant tout de réemployer des équipements et des mobiliers ou du matériel IT. Et l'idée étant de se dire, on identifie quels sont les gisements et ensuite de pouvoir les proposer aux autres pour éviter des achats inutiles. Puisque le principal achat responsable, c'est ce qu'on a déjà en interne qui peut être réutilisé. Quand je dis impact social, c'est sûr que ça développe des emplois, ça les préserve. En tout cas, ça permet de rationaliser la gestion d'une entreprise. Aujourd'hui, le marché de la seconde main est énormément mobilisé autour de cette dimension sociale et d'impact. Et il y a énormément d'ESAT ou d'acteurs de l'ESS qui sont amenés à acquérir ces produits pour les reconditionner, pour ensuite les reproposer sur des plateformes de seconde main. Vous êtes implanté où, géographiquement ? Alors aujourd'hui, on est présent partout en France. Oui. Et on est aussi présent en Allemagne. Mais le siège est basé à Paris et nos équipes techniques sont à Bordeaux. Et là, vous commencez des ramifications sur l'Europe. Alors effectivement, par opportunisme, on a eu l'opportunité d'aller travailler sur le marché allemand. Et puis c'est un marché qui est assez sensible à la thèse impact. Et donc on se développe là-bas. C'est un savoir-faire français ou c'est un logiciel qui est un petit peu international, mondialisé, où il y a un début de concept qui est proprement français? Alors je pense qu'en France, on est quand même les champions de l'économie circulaire. Bien. Et donc de ce fait-là, effectivement, on exporte notre savoir-faire. Et donc on démocratise des pratiques qui ont trouvé racine au sein de notre façon d'agir en tant qu'individu au travers des dons qu'on peut faire à des associations. Quand on dit qu'on ne lâche rien, il y a quand même un enjeu, il y a des épreuves, il y a des difficultés à franchir pour pouvoir maintenir l'activité ou ça coule de source? Alors non, effectivement, on lâche rien. La vie entrepreneuriale n'est pas un long fleuve tranquille. Aujourd'hui, on lance une levée de fonds participative et on espère que tous nos clients vont nous suivre. En tout cas, on est ravis de proposer de rejoindre l'aventure Circular Place sur la plateforme Tudigo. Et effectivement, on lâche rien puisqu'on a des grandes ambitions et qu'on veut démocratiser l'économie circulaire à grande échelle. Et je crois que vous ne manquez pas de ferveur ni d'énergie pour aboutir à ce but. Merci Vincent Rigal d'être venu témoigner dans On ne lâche rien pour cette entreprise française qui participe, j'allais dire, à la dynamique économique de ce pays. Faut-il séparer les hommes et les femmes dans les transports en commun pour éviter le harcèlement sexuel? C'est ce que propose une pétition. Vous avez sans doute un avis sur la question, alors on attend vos témoignages 0826 300 300 et nous on se retrouve dans un petit instant. Les Chevaliers du Fiel, 17h, 18h sur Sud Radio. Moi je suis métro, coincé entre les gens, une mauvaise odeur, un type vulgaire me demande de l'argent, perdu dans les tunnels, je suis trempé de sueur. 50% des femmes affirment avoir été victimes d'agressions sexuelles dans les transports en commun franciliens en 2024. Face à ce phénomène, certaines femmes préconisent une solution radicale à travers une pétition adressée aux autorités chargées des réseaux en Ile-de-France, leur demandant d'instaurer des wagons interdits aux hommes, un système déjà mis en place dans d'autres pays comme le Japon, le Brésil et l'Inde. Cette pétition est signée Marika. Elle fait écho à la tentative de viol survenue en pleine journée dans le RERC le mois dernier. On en parle avec la directrice du collectif Némésis, Alice Cordier. Bonjour. Bonjour Alice Cordier. Alors vous connaissez Eva, la sœur du policier Eric, vous aviez envie de réagir justement. Oui, je voulais réagir brièvement parce que j'avais été contactée par Eva il y a quelques semaines, il y a quelques mois presque, qui était désespérée en fait face à la situation dans laquelle son frère était depuis maintenant 15 mois. Et puis derrière ce jeune homme incarcéré, c'était toute une famille en fait qui était en train de tomber. Son père est tombé malade et s'est retrouvé au chômage. Enfin, et c'est vrai que c'est une situation qui m'a beaucoup touchée parce que nous on voit énormément de procès dans notre carrière pour des faits de violence. Moi, de ce que j'en ai lu, on était sur de la légitime défense, qui plus est envers... C'est le procès qui en décidera, c'est la justice. Voilà. Mais l'avocat dit qu'elle est constituée. Complètement, et puis on se met un petit peu... Nous, on lit beaucoup de faits divers concernant des grands-mères qui se font squatter, et puis après, ça finit dans des drames atroces. Donc nous, on s'est un petit peu mis à la place de cette famille-là, et on s'est dit, nous, on ne veut pas que ça puisse continuer. Donc on a essayé de médiatiser, de faire monter cette injustice. Et la deuxième chose que je veux dire par rapport à ça,
c'est que la justice est ce qu'elle est, mais il existe des associations telles que les associations de Assa Traoré qui ont bien repris le dossier, hein, l'avocat de la victime étant le même que celui du frère d'Assa Traoré, et je pense qu'une forte pression médiatique de la part d'Assa Traoré aurait fait, enfin ce qu'elle a fait d'ailleurs, aurait fait qu'aujourd'hui il y serait encore si derrière il n'y avait pas eu une pression médiatique pour donner aussi la version à la famille du policier et à ce policier. Oui, mais du coup le débat s'installe au niveau politique et tout le monde réagit, tout le monde défend ses convictions et ses valeurs, voilà, et voilà, il était normal. Il me semble qu'en attendant son procès, et on ne se prononce pas sur ce que décidera la justice, voilà, mais ce policier, Eric, n'avait rien à faire en prison en attendant, et la preuve, la justice en a convenu. Donc le peu de temps qu'il a passé était déjà injuste. Alice Cordier, vous venez pour nous parler de toute autre chose, même si c'est un sujet épineux, donc... Le concept de séparation, c'est surtout pas une ségrégation, au contraire, c'est une protection. Non, parce que je sais que les interprétations sont faciles. Donc, il s'agirait, dans les transports en commun, notamment parisiens, métro et RER, de réserver, j'aime pas le mot wagon, hein, le wagon c'est réservé aux marchandises, aux animaux, des voitures. Rappelons que le métro, c'est le circuit, le métropolitain, et ce qui roule, c'est des trains. Donc, il y a des voitures dans les trains, et il y aurait des voitures réservées aux femmes. Alors, ce sont des situations qui existent déjà dans des démocraties que sont le Japon, l'Inde et le Brésil. C'est dire si dans ces pays on est arrivé à un point de rupture et de tension qui fait qu'il faut à un moment donné que les femmes puissent avoir un compartiment pour s'isoler d'une forme de prédation ou d'agression. On en est arrivé là en France ? Oui, on en est arrivé là et malheureusement ce n'est pas nouveau. Ça fait en fait des années que les femmes se sentent de plus en plus en insécurité dans l'espace public. Là, il s'agit notamment des transports en commun, mais en fait dans la rue, aujourd'hui, il y a une hausse de l'insécurité concernant les femmes, d'agressions sexuelles qui est énorme. Alors, je sais que ça suscite énormément de réactions parce que on a l'impression de créer une sorte de séparation homme-femme, un monde séparé entre les deux parce que les hommes seraient d'horribles prédateurs et les femmes toutes des victimes, ce qui est évidemment faux. Mais le fait est qu'aujourd'hui, dans l'espace public, il y a une hausse des violences. Je vais vous dire, non pas que je n'y croyais pas, mais je me disais que c'était peut-être un ressenti, une impression, une exagération. J'ai posé la question autour de moi, dans ma famille directe, y compris mon épouse, qui me dit, mais bien sûr, dans le métro, une petite main aux fesses, choses comme ça, il me dit, voilà, et quelque part, on vit avec, c'est insupportable. Alors, et ensuite, ça peut aller plus loin, bien entendu, mais rien que ça, je suis tombé des nues, j'ai dit, mais tu m'en as jamais parlé. Elle me dit, je vais pas te raconter à chaque fois, mais effectivement, quand on est un peu serré à une heure d'influence, vous avez quelqu'un qui a une main baladeuse et qui, comme par hasard, frôle un... Voilà. C'est terrifiant quand même comme situation. Monsieur Dupond-Moretti aurait parlé du sentiment d'insécurité. Un ressenti de main au cul, c'était Malheureusement, moi, ma sœur, je raconte son histoire parce qu'elle est parlante pour moi, elle avait 12 ans, c'était déjà il y a une bonne dizaine d'années et elle avait été victime d'agressions sexuelles dans le tram à Orléans. Donc c'est des choses qui existent en fait dans le tram à Orléans. Tout à fait, dans le tram à Orléans. Je le prends de temps en temps, mais c'est vrai qu'à un moment donné, on est serré, mais on se dit qu'il y a des endroits où on est abrité par ce genre de comportement. Et non. Que des gens vont intervenir et elle s'est retrouvée toute seule, sans la moindre intervention, avec un homme qui l'a frotté en fait, littéralement. En fait, dès qu'il y a contact physique dans une heure d'affluence, alors dans les trains, c'est pas possible parce qu'il y a un compartiment, on est assis, voilà, mais là il y a des compartiments où on est debout les uns contre les autres et il est. Alors, je suppose que ça a dû toujours exister. Des prédateurs qui utilisent... bien sûr, mais là c'est vraiment répandu de façon j'allais dire assez courante, c'est ça qui m'interpelle. Il y a une hausse, je pense, de ce genre de faits et les chiffres d'ailleurs parlent assez d'eux-mêmes et notamment moi c'est en discutant avec mes grands-mères que je me suis rendu compte qu'il y avait quand même un changement de comportement. Aujourd'hui par exemple il y a la mode, c'est même pas une mode, c'est une mode de l'insécurité, je l'appellerais ainsi, des subway shirts, c'est des jeunes filles qui rentrent de soirée et qui utilisent des vêtements amples pour cacher leur robe de soirée quand elles prennent les transports en commun car elles ont peur de l'agression. Aujourd'hui, énormément de femmes, pas toutes, mais énormément, sortent avec une bombe au poivre. C'est quelque chose normalement d'illégal, mais il y a une tolérance maintenant de la police quand vous êtes une jeune femme parce qu'ils savent que c'est votre seule possibilité peut-être d'éviter une agression. Beaucoup de jeunes femmes sortent avec une clé dans les mains quand elles rentrent de soirée en se disant peut-être que si j'ai besoin de mettre un coup, ça pourra perturber mon agresseur et le blesser. En fait, on en est là. Alors c'est un peu de la fumée aux yeux parce que c'est pas avec une clé ou avec une bombe au poivre qu'on peut éviter un viol. Mais je suis un papa qui a une fille de 14 ans, j'en ai une de
de 30 ans et qui est déjà à l'époque c'était moins prégnant. Aujourd'hui, j'ai peur et effectivement, je suis dans la restriction et je réduis les sorties. Enfin, c'est une négociation avec ma fille et mon épouse. On me dit mais tu es inquiet et tu suscites de l'inquiétude. Elles sont tout à fait conscientes du danger. Voilà, pour l'instant, mais je connais autour de moi des parents et des amis qui fixent des interdictions selon l'endroit où on habite et l'heure où ça se passe. Non, il n'y aura pas de sortie et des femmes même majeures qui me disent, moi il y a des endroits, à un moment donné, à passer une certaine heure, je n'y vais plus ou je ne sors plus dans la rue. Tout à fait, moi j'ai fait l'expérience d'aller dans des pays d'Europe centrale ou d'Europe de l'Est où cette insécurité n'existe pas. Alors il y a d'autres problèmes sur les femmes, attention, les faits de violence conjugale, il y a un énorme tabou sur ça évidemment, mais le fait est que dans l'espace public, à aucun moment on a cette espèce de réflexe de l'insécurité. Et surtout, c'est là qu'on se rend compte qu'il y a une vraie charge mentale. On parle beaucoup de charge mentale pour les femmes aujourd'hui, mais la charge mentale de l'insécurité dans la rue, en fait, elle est énorme. On est aux aguets tout le temps. On rentre de soirée et quelqu'un est derrière nous, on pense qu'il nous suit. Parfois, c'est le cas, parfois, ce n'est pas le cas. Mais moi, j'ai tendance aussi à dire, notamment aux personnes qui nous suivent, aux femmes qui nous suivent, quand il y a un doute, d'abord, il n'y a pas de doute. Et deuxièmement, parfois, il vaut mieux être un peu parano, parce que sur les 10 cas où on va être parano, peut-être qu'il y en a une où on ne sera pas. C'est mon cas, je préfère prévenir que guérir. On va mettre les deux pieds dans le plat, parce que l'une des raisons pour lesquelles aujourd'hui on parle de plus en plus de ces agressions dans les transports en commun, et l'une des raisons pour lesquelles ce harcèlement explose, est liée aussi en partie à l'immigration. Et ça, ce sont les chiffres du ministère de l'Intérieur qui le disent. Les étrangers sont surreprésentés dans les agressions sexuelles dans les transports en commun en francilien, je crois. Je crois pas que ça concerne toute la France, mais enfin voilà, on a ces chiffres en tout cas. Vous, j'imagine que c'est quelque chose qui vous sensibilise aussi. C'est quelque chose qui nous sensibilise parce que je vais vous dire, moi, ma sœur de 12 ans, quand ça lui est arrivé, aucune association féministe ne portait ce discours-là. C'est pour ça, en partie, qu'on s'est créé. C'est parce qu'il fallait une parole qui lève ce tabou-là de l'insécurité liée à l'immigration. Les chiffres sont assez clairs. 62% des agressions sexuelles dans les transports franciliens sont le fait d'étrangers, donc sur les transports en Île-de-France. Mais en fait, les chiffres sont énormes à l'échelle nationale puisqu'ils sont de 40%. Et je rappelle quand même que les étrangers ne représentent que 8% de la population, ce qui est déjà pas mal, mais enfin qui n'est pas majoritaire. Et ils sont responsables à l'échelle nationale de 40% des agressions sexuelles. Donc il y a un vrai débat là-dessus qu'il faut arriver à avoir de façon décontractée, sans qu'on se fasse insulter de tous les noms, etc. Vous connaissez, mais juste peut-être qu'il y a un rapport différent, qu'il y a des parcours de vie qui sont violents et qui mènent à de la violence. Il y a des questions à se poser là-dessus. Alors rentrons dans les travaux pratiques. Comment appliquer légalement et de façon formelle cette séparation, cette possibilité pour les femmes de s'isoler? Ce serait une des voitures de la rame, du train, qui serait uniquement autorisée aux femmes. Comment s'assurer que ça soit respecté, que ce soit accepté? Je vais vous dire, pour moi, il y a un protocole légal, je suppose, de toutes les manières. Alors, il y aura un système... Il y a des juristes qui expliquent que c'est anticonstitutionnel parce que ça supposerait... Et pourtant, ça existe dans d'autres démocraties. Ça existe dans d'autres démocraties, mais ça suppose des frais aussi, parce que ça suppose qu'il y ait certainement une sécurité, peut-être masculine par contre, qui soit présente. Ça suppose qu'il y ait également tout un système de caméras de surveillance qui parfois a un effet dissuasif ou qui permet d'être de preuve. Mais moi, c'est vrai qu'il n'y a pas très longtemps... Enfin, il y a eu une attaque au couteau en Angleterre, là, il y a 2 jours, qui a causé une dizaine de blessés graves. Et c'est vrai qu'on a eu la vidéo de cet homme qui rentre dans cette rame de métro avec un couteau. Et je me dis, en fait, le problème aussi dont moi j'ai peur, c'est que si on crée ce genre de rame, est-ce que ça peut pas attirer ce genre de phénomène aussi, des personnes encore plus peut-être violentes qu'on ne le croit, et avec la non-possibilité de réaction, parce que certaines femmes, par exemple, dans cette rame-là, ont été sauvées parce que des hommes se sont jetés sur lui. Vous êtes dubitative ou favorable à la création de cette voiture séparée? Fausse bonne idée. Une urgence, ouais, en fait, il y a une urgence qui fait que oui, mais de la même manière, je veux dire, dans ce cas, il faudrait... C'est inapplicable, on va créer des rues réservées aux femmes. Si la rame est complète et que quelqu'un veut rentrer parce qu'il a besoin de prendre le métro et que dans la place où il y a les femmes, il y a plus de place... Non, puis ça n'empêche pas les agressions dans les couloirs du métro à ce moment-là. Ce genre de choses est applicable dans des lieux privés comme des piscines, comme des salles de sport, où là aussi il y a un certain nombre de problèmes, mais dans des lieux publics comme les transports en commun, ça me semble peu envisageable, voire même peut-être dangereux. Et les transgenres et les non-binaires qui diraient mais moi aussi j'ai le droit d'y aller. Non, mais je prends le cas de figure extrême, et à un moment donné, évidemment, ils auront le droit aussi de s'exprimer en disant mais moi pourquoi j'ai pas le droit d'y aller, je me sens femme. Voilà. Donc on rentre dans un processus législatif. Et d'ailleurs, je vais vous dire, nous, on a beaucoup de personnes transgenres, petite parenthèse, qui nous contactent nous.
parce qu'ils sont eux-mêmes victimes de l'insécurité liée à l'immigration dans les transports en commun. Bon, le principal, ça serait d'abord de rétablir la sécurité dans les transports en commun avec les mesures policières et administratives légales. C'est ça, si je voulais définir ça en une conclusion, c'est un pansement sur une hémorragie, quoi. Merci Claire d'être venue nous voir. Alice Cordier, pardon. Et puis on suivra le dossier, bien entendu, s'il y a un rebond. Bien sûr. Vous restez bien avec nous, on est ensemble jusqu'à 14h et dans un petit instant, nous accueillons Jean-Frédéric Poisson, président de Via la Voix du Peuple. À tout de suite. Sud Radio. Sud Radio. Parlons vrai. Parlons vrai. Sud Radio. Parlons vrai. France dans tous ses états. Le face-à-face. Jean-Frédéric Poisson, c'est un bonheur, un honneur de vous recevoir. C'est gentil, merci beaucoup. On ne se connaît pas, première fois que je vous rencontre, je vous connais par rapport à votre engagement politique. Je voudrais raconter une anecdote. Vous étiez en 2017, vous savez, dans cette émission où il y avait les candidats de la primaire de la droite. Oui. Voilà, tous. Et je dis à mon épouse qui était à côté de moi, en vous montrant, j'ai dit, mais c'est qui? Elle me dit, c'est le seul mec bien de la bande. Alors, aujourd'hui, et j'en parlais avec elle hier, elle me dit, regarde, le fait est que les autres, celui qui est arrivé en tête, il a été cramoisi, calciné par ses affaires, François Fillon. On se souvient de la campagne 2017. Le deuxième, Alain Juppé, il est au Conseil constitutionnel, il a été mis sur voie de garage, sa carrière politique s'est arrêtée. Le troisième, il est au Niouf, carrément, il est en cabane, président Sarkozy. Je pense qu'il va sortir bientôt. Il est passé par ce stade. Ensuite, il y avait Nathalie Kosciusko-Morizet, évaporée, disparue. Et puis alors le petit dernier, il y en avait deux, le petit dernier, Bruno Le Maire, vous vous souvenez, qui est arrivé bon dernier. Quelques mois après, il était ministre des Finances d'Emmanuel Macron, dont il avait dit pique-pendre pendant la primaire de la droite et pendant la campagne électorale. Oui. Et finalement, il y a l'électon libre. Vous êtes le bon samaritain de la droite, finalement. Vous êtes un petit peu seul. Ensuite, vous avez pris des initiatives personnelles et vous êtes toujours là, fidèle à vos convictions. Je pense que les autres avaient beaucoup plus de certitude que de convictions. Et vous avez des convictions et des valeurs. C'est peut-être pour ça que vous croyez encore en ce que vous faites. Merci. Quel accueil spectaculaire. Et puis, justifié. Vous saluerez, vous remercierez votre épouse pour ce compliment. Je la remercie avec un peu de retard, mais vous me l'apprenez, donc c'est voilà. Que vous dire sinon que c'était intéressant cette campagne primaire parce que il y avait malgré les apparences une vraie confrontation d'idées en réalité. C'est à ça que ça sert une primaire. Bien sûr. Et j'avais invité un certain nombre de vos confrères journalistes à organiser un débat entre les deux personnes qui avaient des vraies différence de projet de société, c'est-à-dire la société de l'ubérisation de la fin du salariat défendue par Nathalie Kosciusko-Morizet, oui. Et puis la société des corps intermédiaires, des racines et des traditions que j'essayais de porter. Tout à fait. Et d'une certaine manière, les 5 autres candidats étaient un peu entre ces deux pôles. Oui, oui. Voilà, et puis ils étaient déjà usés, on n'avait rien à attendre d'eux. Ils avaient déjà, je me souviens qu'un des deux débats, je ne sais plus lequel c'était, mais nos auditeurs s'en rappellent peut-être, il y avait eu tout un passage, un bon quart d'heure pendant lesquels ils se disaient mais oui, t'as été mon ministre, mais non je voulais pas, etc. Et moi j'étais au milieu de tout ça et je me disais mais qu'est-ce que je fais là? Ils avaient tous collaboré les uns avec les autres d'une façon ou d'une autre. C'est ça, ce qui d'ailleurs se comprend. Mais il y avait peut-être des nuances, mais c'était de la nuance. Oui, bien sûr que c'était de la nuance, parce qu'on était quand même malgré tout tous sur le même bord d'échiquier politique, il faut dans le même camp intellectuel. Jean-Frédéric Poisson, c'est François Fillon qui sort gagnant de cette primaire de façon très nette face à Alain Juppé. Quand on relit son programme et les raisons pour lesquelles il a été élu, je suis désolé, il vous a emprunté beaucoup presque, ou en tout cas vous partagiez des valeurs. Et c'est là-dessus qui fait la différence. On était évidemment proches, c'est pour ça que je suis devenu un de ses porte-parole très vite après la primaire. François Fillon était un proche de Philippe Séguin, que les questions de souveraineté, d'indépendance de la France, de laïcité, de république et de patrie. Une certaine forme d'équilibre entre la responsabilité économique d'un côté, mais la régulation sociale et l'attention à toutes les fragilités de la société. Enfin, tout ça fait un mélange dans lequel on savait pas que sous le tapis il y avait un peu s'est retrouvé assez facilement. Et on savait pas que sous le tapis il y avait un peu de poussière qui hélas a entorpillé cette candidature. C'est ça. Le torpillage d'ailleurs assez rapide. La justice a été très prompte, les médias ont été très prompts, tout le monde s'est mobilisé. Comme quoi, quand on se serre les coudes, on arrive à dégager. Quelqu'un ne sortira rien aux responsabilités, aux erreurs commises par François Fillon. Mais enfin, on a vu quand même que c'était très efficace. C'est allé plus vite là que dans certains autres cas, au moins aussi préoccupant. Ça a bien fonctionné. Bon, je rappelle que vous avez été député des Yvelines, proche de Christine Boutin et Géry. On se souvient de Christine Boutin brandissant la Bible dans l'enceinte de l'Assemblée nationale. Vous avez été maire de Rambouillet avant et après Gérard Larcher, donc vous étiez l'adjoint, donc vous êtes un élu municipal, donc vous connaissez le terrain, vous êtes un élu de la République. Vous avez un engagement
chrétien, c'est important de le dire, parce que le Parti démocrate chrétien, aujourd'hui officiellement, c'était le MRP, pour refaire l'histoire, hein. C'était Georges Bidault, qui accompagne toute la 4e République. C'est un mouvement, que le christianisme, de la démocratie chrétienne, qui est pas inscrit dans l'histoire de la politique française. Sous la 3e République, la nuance existe, mais c'est pas un parti constitué. La première fois, la France est un pays de tradition et de culture chrétienne. C'est tellement évident que j'ai peine à le rappeler. Mais il n'y a pas de parti institué comme tel, alors que ça existe dans d'autres pays. Non, parce qu'il y avait des chrétiens partout. Il y avait des chrétiens partout. Voilà. Et en travaillant sur quelques-uns des livres que j'ai publiés il y a quelques temps, je me suis rendu compte qu'en fait, l'homme politique, la personnalité politique, la plus proche des convictions du christianisme social de tout le XXe siècle est probablement le général de Gaulle. Bien sûr. Même si lui n'a jamais été un chrétien démocrate au sens parce que le MRP en plus était son ennemi. Il était un chrétien. Mais l'enracinement chrétien social du général de Gaulle est absolument évident. Il est patent sous tout rapport. Il reprochait aux chrétiens démocrates d'être des centristes un petit peu mou et flou, même si le MRP est un mouvement. Ensuite, ça va être le CDS de Jean Le Canuet. Et aujourd'hui, le Parti démocrate chrétien officiel, ça serait éventuellement le MoDem. Mais vous vous marquez à part de parce que je pense que dans le MoDem, à la suite de l'UDF de François Bayrou, a abandonné ce qui est un des piliers du christianisme social, en tout cas de la pensée sociale chrétienne, c'est-à-dire cette idée que la nation est une communauté naturelle et qu'il faut la préserver en tant que telle. Le parti belge s'appelle le Parti chrétien social. Oui, et non pas démocrate chrétien. Et donc je pense que cet abandon par l'UDF au nom d'un projet européen qui était un peu fantasmé, on va dire ça comme ça, qui devait nous protéger de tout et qui non seulement ne nous protège de rien mais qui nous met en danger tous les jours. L'UDF a renoncé à défendre la nation française comme communauté naturelle. Il ne s'agit pas d'en faire un absolu ni comment dire un objet un instrument de haine ou de violence, mais de dire simplement les hommes et les femmes ont besoin de vivre dans une communauté dans laquelle ils se ressemblent, ils parlent la même langue, ils partagent le même passé, ils envisagent le même futur, ça s'appelle une nation. La France, fille aînée de l'Église, souvenez-vous du voyage de Jean-Paul II, qu'il dit « N'oublie pas le serment de ta naissance ». Es-tu fidèle aux promesses de ton baptême ? Aux promesses de ton baptême. D'ailleurs, dans le premier préambule du traité constitutionnel qui sera finalement rejeté par les Français en 2005, il y a cette notion d'Europe judéo-chrétienne. Je crois que Giscard d'Estaing est favorable, c'est lui, et finalement il y a une coalition. Ah non, il n'est pas question de connoter l'Europe à une civilisation judéo-chrétienne, helléno-judéo-chrétienne, qui est porteuse de toutes les valeurs humanistes et progressistes que l'on peut entrevoir. Bien sûr, oui, c'est une des fautes de Jacques Chirac, puisque c'est lui qui, à la fin du compte, a refusé, notifié le refus de la France. Il est chrétien pourtant. Je suppose. Mais il a peur de quoi ? Je ne sais pas. Il y avait de stigmatiser, là encore. J'ai jamais très bien compris. Je pense que si effectivement cette mention des racines chrétiennes de l'Europe avait été inscrite dans le préambule du traité constitutionnel et que c'était gravé dans le marbre aujourd'hui, je pense que nous aurions beaucoup moins de problèmes à traiter un certain nombre de questions difficiles que nous avons du mal à traiter aujourd'hui. Et en particulier la question multiculturelle. Il ne peut pas y avoir de multiculturalisme, il doit y avoir du respect entre les gens qui sont différents. Mais il ne peut pas y avoir deux projets de société antagonistes ou antinomiques qui prétendent organiser la même société. C'est pas possible, c'est soit l'un soit l'autre. Alors vous-même, vous êtes un vrai chrétien. Pourquoi je dis que vous êtes un vrai chrétien ? Vrai, je ne sais pas. Si, parce que vous l'êtes par conversion. Oui, c'est vrai. Enfin, vous êtes né dans une famille chrétienne, bien sûr, mais vous avez une révélation, j'allais dire un chemin de Damas, de Saint-Paul. Vous êtes frappé, je ne sais pas si c'est par la grâce, mais voilà. C'était ça. Vous êtes appelé, vous vous sentez interpellé. Et notamment, il y a un site français dont nous partageons l'amour, qui est l'abbaye de Fongombault, dans le Berry, avec des chants grégoriens magnifiques. Oui, absolument. Voilà, c'est à Fongombault que vous exercez cette conversion, que vous la vivez, que vous rentrez en communion avec la grande famille chrétienne. Expliquez-nous ça. Je suis rentré dans l'église par la porte de cette magnifique abbatiale, effectivement, enfin voilà, le bon Dieu m'a rattrapé par le col un beau jour, et j'ai compris, oui, par la grâce, parce que c'est comme ça qu'il faut le dire, que malgré toutes les turpitudes dont j'avais été le sujet pendant mon adolescence très mouvementée, j'étais quand même aimé du ciel. Et c'est voilà, je sais pas pourquoi ça m'est tombé dessus, je sais pas. En tout cas, je ne peux plus vivre sans maintenant, et j'ai essayé depuis maintenant l'âge de 19 ans, puisque ça m'est arrivé quand j'avais 19 ans,
J'ai essayé depuis de vivre de ça et d'essayer de faire partager cet état, cette conviction. Intelligent, lucide, cultivé comme vous êtes, vous êtes persuadé qu'il y a une entité divine supérieure qui est à l'origine de la création de ce monde et qui continue à régir d'une certaine façon l'évolution de l'humanité et de cet univers. Qui nous soutient dans l'être, en tout cas, et dans l'existence, c'est certain. Et il a autorisé tout ce que... Question bateau, hein. Il a autorisé toutes les tragédies que l'humanité il a autorisé parce qu'il a créé l'être humain libre. Et il respecte la liberté humaine. À son image. Et voilà, c'est le grand mystère. C'est le mystère, des fois, de la liberté, le mystère du mal. Mais oui, je continue de croire, malgré tout, que quand les hommes s'orientent... vers Dieu plutôt que vers eux-mêmes, le monde va mieux. Donc c'est pas le pari de Pascal, vaut mieux croire comme ça, si c'est vrai, on arrivera avec un bilan comptable positif au paradis. C'est pas si mal, comme dit l'autre, si ça fait pas de bien, ça fait pas de mal. Mais c'est un peu restreint, je crois qu'il y a... C'est pas une idée, c'est ça que découvrent beaucoup de croyants, en tout cas c'est la chance que j'ai eue, c'est que Dieu n'est pas une idée, c'est une personne. Les Juifs ont cette conviction-là d'ailleurs dans l'Ancien Testament, Dieu est un Dieu qui leur parle. Alors il répond pas toujours quand on lui pose des questions, mais ça c'est la liberté de Dieu lui-même. Mais en tout cas, il y a un échange personnel entre les croyants et la personne de Dieu. Qui nous enrichit, qui nous soutient, qui nous console, qui nous permet d'avoir davantage de courage, davantage de force dans des moments un peu compliqués, et de venir en aide plus facilement à notre prochain. C'est surtout ça qui compte. Nous sommes avec Jean-Frédéric Poisson. Appelez-nous au 0826 300 300. On peut lui poser toutes les questions. Maud aussi va lui poser des questions, parce que c'est un observateur exceptionnel que nous avons aujourd'hui pour un décryptage réel et sincère de ce qui se passe en France. À tout de suite. Sud Radio. Sud Radio. Parlons vrai. Parlons vrai. Sud Radio. Parlons vrai. Midi 14h, Sud Radio, la France dans tous ses états. Nous sommes avec Jean-Frédéric Poisson, qui est l'auteur de La Voix du Peuple, précédemment l'islam à la conquête de l'Occident, la stratégie dévoilée, là aussi on va en parler, et la Voix du Peuple. Votre engagement politique, donc dans l'UMP, dans la droite conventionnelle, vous êtes classé par Perrineau comme un conservateur, avec cette connotation, on en vient d'en parler, démocrate chrétienne bien sûr. La droite française est malade, Jean-Frédéric Poisson, ou elle se recherche? C'est un peu des deux. C'est un peu des deux. Le drame de la droite française, c'est d'avoir esquivé l'idée, ou en tout cas mis un peu de côté cette idée que dans un pays organisé autour du bipartisme politique, alors ce que je disais est un peu moins vrai sur le bipartisme aujourd'hui, mais en tout cas quand c'était encore vrai, le rôle de la droite c'est d'être un parti conservateur, sinon elle ne sert à rien. C'est ce que disait, c'est Maurice Druon, quelqu'un qui dit il y a deux partis de gauche en France, dont par convention l'un s'appelle la droite. Et ce qu'il voulait dire déjà probablement à l'époque, c'est que à chaque fois que la droite cesse d'être conservatrice, elle ne sert plus à rien. Et on lui reproche d'ailleurs à raison d'avoir critiqué un certain nombre de réformes que la gauche a faites quand elle était aux affaires, et la droite n'est jamais revenue dessus. Et on peut en faire une liste, elle serait malheureusement trop longue. Donc elle a perdu cet enracinement. La deuxième chose qu'elle a perdue, c'est une certaine forme de contact naturel qui était la force du gaullisme avec le peuple, avec les gens modestes, avec ceux qui n'ont que la France pour bien commun d'une certaine manière, et que leur héritage culturel comme patrimoine, et qui étaient des forces très vives pour soutenir le parti gaulliste et le projet du général de Gaulle et puis de ses successeurs, un peu de Georges Pompidou. Et puis je pense que la droite s'est abîmée dans le libéralisme au fond, et le libéralisme il n'a pas de couleur, il a la couleur de l'argent, comme dit un film célèbre, en définitive, elle s'est un peu abîmée là-dedans. Alors elle essaye de revenir, mais on voit bien qu'il y a toujours dans la droite d'aujourd'hui, je parle des Républicains qui l'incarnent, enfin qui essaient de l'incarner en tout cas, ces deux directions. L'une qui est très très tournée vers la social-démocratie gestionnaire, un peu de ce qu'on appelle la stabilité aujourd'hui, un mot que je ne comprends pas d'ailleurs, dont je ne comprends pas l'usage par les temps qui courent. Et puis une autre qui est peut-être plus conservatrice, plus désireuse de renouer avec ses origines, avec son utilité. Et entre les deux, l'arbitrage n'est pas fait. Est-ce qu'il n'y a pas un dénigrement venu de l'intelligentsia de gauche, un dénigrement intellectuel et idéologique? La droite, c'est un terme qui était en France, en tout cas dans d'autres pays, ça fait partie du paysage politique
naturel. La droite, c'était un terme péjoratif. On essayait de trouver des formules où le mot droite n'apparaissait pas. Quand un politicien de droite disait je suis de droite, il disait je l'assume, comme si c'était une honte. La social-démocratie, elle est passée au libéralisme et résultat, Anne Hidalgo a fait 1,7%. Donc vous voyez, aussi, le libéralisme n'a pas frappé que la droite. Cette façon de dire, on est dans la mondialisation, il faut subir les lois du marché. L'essence de la droite française, c'est quoi? Ce sont des valeurs, bien entendu. Ce sont les valeurs conservatrices, avec cette idée que la France doit être indépendante. En quoi consistent-elles, ces valeurs conservatrices? Vous vous souvenez de la conférence de presse du général de Gaulle? La femme, la mère de famille, n'a pas envie que son mari rentre à minuit, elle a envie d'une machine à laver, ça c'est l'ordre. Et puis bon, elle veut aussi que les enfants grandissent, fassent des études, ça c'est le progrès. L'ordre et le progrès. C'est ça. La droite, c'est le camp de l'ordre. Tout le monde pourrait le dire, au fond, l'ordre et le progrès, mais je pense qu'il y a, de manière constitutive, cette idée que la France doit être souveraine et indépendante, que on doit faire confiance à la responsabilité individuelle, qu'on doit des choses simples, et il doit y avoir un socle de valeurs inspiré du judéo-christianisme, alors variable selon la température extérieure et le temps qu'il fait. Évidemment. Mais un socle et un certain nombre d'invariants, des choses qui ne changent pas au fond. Et ce qui est dramatique, c'est que la société a beaucoup évolué, c'est certain. La droite n'a pas réfléchi à la manière dont il fallait faire revivre ces différentes notions. Et maintenant, quand on évoque l'indépendance de la France au sein de l'Europe, la droite ne le fait plus, la gauche non plus. La faille commence quand? Est-ce que c'est Valéry Giscard d'Estaing qui commence à introduire une ambiguïté? Et c'est un centriste, c'est un libéral, voilà. Ensuite, on a une droite. Alors, on va avoir Michel Debré, Marie-France Garot, Charles Pasqua qui vont donner de l'image d'une droite, comme vous dites, conservatrice, mais très réactionnaire, donc disqualifiée. Chirac essaie de faire la mesure entre les deux. Et puis, il y a Philippe Séguin qui arrive avec le renouveau du gaullisme social un peu porté par François Fillon. Pourquoi l'initiative de Philippe Séguin n'a pas eu, et je suis sûr qu'elle est majoritaire aujourd'hui dans le pays, l'axe Séguin-Chevènement, vous voyez ce que je veux dire? Bien sûr, c'est certain, je partage votre avis. Je ne sais pas dire de constat, je pense que c'est une lente évolution qui s'est faite aussi sous la pression culturelle de la gauche intellectuelle, qui fait peur à tout le monde encore un peu aujourd'hui. Regardez ce qui se passe dans le débat budgétaire, par exemple, c'est très très étonnant. La gauche a gagné le combat médiatique sur le budget. Pourquoi? Parce qu'on devrait parler... Le Parti Socialiste tout seul. Le Parti Socialiste tout seul, d'ailleurs, vous avez raison. Qui représente peu de gens aujourd'hui électoralement. Oui, 70 députés quand même, c'est pas rien. Oui, par le jeu du Front Républicain. Oui, d'accord. C'est-à-dire qu'il y a des électeurs de la droite qui ont voté pour la France Insoumise et des électeurs de la France Insoumise qui ont voté pour des candidats LR. Tout ça pour ne pas gouverner ensemble. Vous comprenez l'indignation du pays. Bien entendu. Mais le bon chiffre, c'est pas les 1,5% de Mme Hidalgo, c'est 70 députés à l'Assemblée nationale. C'est ça qu'il faut regarder. Mais en fait, on devrait passer notre temps à parler de la manière dont l'État devrait dépenser mieux et dépenser moins. Et on passe notre temps à parler de la manière dont on va pouvoir tondre des œufs pour savoir comment augmenter les recettes de l'État. C'est-à-dire qu'on a déplacé le curseur. On n'est pas dans le bon débat. Il n'y a aucune mesure de taxation et de dite justice fiscale qui nous permettra de combler les 140 ou 150 milliards de déficit que l'État va devoir déclarer avec le budget de cette année. Dans un pays champion du monde du prélèvement obligatoire, déjà, donc on est là pour quoi, mais je pense que moi je suis comme beaucoup de nos compatriotes devant cette situation. Je suis à la fois très en colère, assez écœuré du spectacle que je vois. J'ai eu l'honneur de siéger dans une Assemblée nationale qui se tenait mieux quand même de manière globale jusqu'à 2017, c'est ça. Mais là, c'est. Alors le macronisme, justement, vous vous dites, je suis sûr. Est-ce que ce jeune homme, plein de talent, le Mozart de l'économie, qui dit qu'il faut casser les clivages, l'ancien monde doit disparaître par le nouveau monde, c'est un fiasco total. Je l'ai vu, on a vu ça. Et vous êtes dubitatif dès le départ, je me souviens. Alors tout le monde y va en courant en disant mais si, c'est l'avenir à gauche et à droite, y compris des gens que j'ai autour de moi. J'ai pas beaucoup de mérite à ça. Il se trouve que j'étais l'orateur de mon groupe pendant qu'on a débattu de la fameuse loi Macron qui arrive à l'Assemblée nationale en janvier 2015. Oui. Nos auditeurs s'en souviennent, c'était la loi sur les bus Macron, les auto-écoles, les notaires, enfin ça fait des souvenirs un peu anciens, mais... Et on a débattu 200 heures avec lui en commission, on n'en a pas raté une minute. Et quelques-uns d'entre nous non plus. Donc vous l'avez compris, vous l'avez connu là. Oui, parce que, comme je dis souvent, l'Assemblée nationale, c'est comme le bateau à voile et la marche en montagne, vous pouvez vous planquer, mais pas très longtemps. Il y a un moment où les choses surgissent. Vous voyez le masque tombe. Le masque tombe. Le voile tombe. Comme il y a en plus en face de lui quelques députés d'opposition qui étaient un peu chevronnés quand même, qui n'étaient pas là pour se laisser faire, on a vu un homme, alors c'est vrai, à la fois hypermnésique, très travailleur, sans doute insomniaque, très habile, séducteur comme c'est pas possible, mais également orgueilleux, brutal, ne supportant pas la contradiction. Ça, on a vu tout ça.
et un projet de loi qu'il portait dans lequel il y avait, je le rappelle à nos auditeurs, mais pour ça que c'est pas une surprise pour moi, la vente des aéroports de Toulouse et de Nice aux Chinois. Le démantèlement des professions judiciaires et le passage sous la tutelle de Bercy, alors que c'était sur le ministère de la Justice. Démantèlement de l'économie française. Le fait de faire entrer des capitaux privés dans l'établissement français du sang, ce qui est quand même une marchandisation de la santé un peu inédite. Des tas de mesures comme celle-là, dont on a vu que c'était un projet dès l'origine absolument néolibéral. Ce projet-là, porté par un homme avec un tel tempérament, ne pouvait faire que des dégâts. Donc j'ai été évidemment surpris, comme tout le monde, par les Gilets jaunes, par l'affaire Benalla, enfin tout ce qui a émaillé le premier quinquennat d'Emmanuel Macron. Il faut se souvenir quand même, il y a eu 2-3 épisodes un peu significatifs. Il y en a qui tombent de haut aujourd'hui. Et quand on pose la question à certains de ses très proches, ils vous disent Joker. Comme dit l'autre, j'ai été surpris mais pas étonné. Pas étonné. Jean-Frédéric Poisson, nous avons Roland qui nous appelle de Saint-Étienne. Saint-Étienne qui symbolise les gloires économiques de la France et qui a vécu des heures douloureuses. Roland, on vous écoute. Bonjour Perico, et oui, vous avez raison, à Saint-Etienne, c'est mythique. Manu France. Oui, Manu France, mais c'est aussi le symptôme des politiques de ces 50 dernières années qui a fait que Saint-Etienne, qui était le bastion économique français, s'est écroulé. Donc ça, c'est malheureux à dire. Et une petite parenthèse, je ne sais pas si Maude Koffler est avec nous. Oui, elle est là, elle vous écoute, Maude. Il faut qu'elle refasse des éditos. Si je dis ça, c'est un conseil d'auditeur, parce qu'elle est excellente dans ses... c'est très gentil. Elle s'en prive pas. Je vais prendre rendez-vous avec la direction de Sud Radio juste après l'émission. Voilà, et si vous voulez rappeler pour témoigner, je serai là. On vous écoute, Roland. On vous écoute. Ce que j'aimerais parler, c'est par rapport en fait à l'Union des droites, et j'entends ce que dit Jean-Frédéric Poisson, mais j'ai pas envie de l'accabler, mais il est un petit peu aussi responsable de cette situation. Si la droite, si tous les partis de droite, il y a de ça 20, 25 ans, 30 ans, se seraient déjà accordés sur un programme économique fort, sur du régalien, sur du social, on n'en serait pas là aujourd'hui. Comment voulez-vous qu'aujourd'hui, on ait le Rassemblement National avec Jordan Bardella? Excusez-moi, mais Jordan Bardella, il a mon âge, et moi j'ai du mal à le comprendre. J'ai du mal à comprendre le programme économique du Rassemblement National. Vous avez les Républicains qui se dissolvent dans le macronisme et qui se dissolvent dans l'aspect régalien du Rassemblement National. On a le centre droit qui est maintenant complètement à la botte du macronisme. Vous voyez que Édouard Philippe, notamment, d'ailleurs, il y a eu un sondage hier, Édouard Philippe a perdu des points par rapport à avant. Et moi, ce que je ne comprends pas, c'est que j'ai l'impression que, mine de rien, moi je ne suis pas, voilà, mais les partis de gauche, quand il y a des échéances importantes, quand il faut se rassembler, ils sont présents. Alors moi je dénonce, j'ai dénoncé la NUPES, le Nouveau Front Populaire, mais la droite, à chaque échéance, et là on le voit bien notamment, c'est pas une échéance, mais on était à une pré-dissolution, et quand il y a des sièges en jeu, parce que c'est toujours un peu ce que je reproche aux Républicains et à certains partis de droite, c'est que dès qu'il y a une échéance électorale, et ben il faut sauver son siège coûte que coûte. Donc on est prêt à toutes les compromissions. Moi je suis désolé. Roland, on a compris votre question. On marque une petite pause et Jean-Frédéric Poisson vous répond dans quelques instants. À tout de suite. Restez avec nous, surtout. Sud Radio. Sud Radio. Parlons vrai. Parlons vrai. Sud Radio. Parlons vrai. Bonjour. Midi 14h. Sud Radio. La France dans tous ses états. Nous sommes avec Jean-Frédéric Poisson et qui va répondre à la question de Roland de Saint-Étienne qui disait: Jean-Frédéric Poisson, vous avez été un peu dans l'appareil de la droite. Pourquoi est-ce que l'Union des droites, dont on rêve aujourd'hui, ne s'est pas faite au moment où il était encore temps de le faire? Mon cher Roland, je partage intégralement l'analyse que vous avez faite. Il y a des témoins d'ailleurs pas très loin de moi qui savent que depuis des années et des années, je plaide pour que les gens de bonne volonté se réunissent autour d'un socle commun de programme. Alors, on peut appeler ça le programme commun. C'est un peu daté, le programme commun. Ça a une cinquantaine d'années quand même. Oui. Mais on voit bien ce que ça veut dire. Ça a le mérite d'être très clair. 53 ans. Et comment dire, ce programme de la gauche, commun, programme commun de la gauche. 53 ans. Mais il y a aussi une plateforme législative commune RPR-UDF en 92. Qui est un texte qui passerait pour... Reconquête passerait pour des gauchistes aujourd'hui. L'UMP, c'était ça. L'UMP, c'est un peu plus tard. C'était déjà un peu plus centriste, un peu plus européen, au mauvais sens du terme, supposer qu'il y en ait un bon.
Mais non, il y a une plateforme UDF-RPR de 92 qui est 93 qui envoie 450 députés de droite à l'Assemblée nationale quand même sur 570. Tout à fait. C'était un vrai programme conservateur de droite comme on les aime et qui passerait encore aujourd'hui pour un truc insupportable pour tout le monde. Bref, alors que c'est ce qu'il faudra faire. J'accepte bien volontiers notre part de responsabilité là-dedans. Elle est minime dans la mesure où nous n'avons cessé au Parti chrétien-démocrate chez Villa d'essayer de travailler avec un peu tout le monde. Nous avons passé par exemple des accords électoraux dans 90 communes au municipal de 2020 avec les représentants du Rassemblement national, quand on considérait que le projet qu'ils portaient était adapté au territoire, que c'était des gens honnêtes et qu'ils avaient envie de travailler avec nous. Oui. Donc moi j'ai pas de problème, je regarde pas la carte d'identité des gens avec qui je travaille, je regarde l'intérêt du territoire. Vous avez fait une tentative avec Nicolas Dupont-Aignan, ça s'est brouillé, avec Florent Philippot, donc vous avez tendu la main à tout le monde, vous avez essayé de faire du consensus sans vous mettre en plus en avant personnellement. Parce qu'on a considéré que quand il y avait des gens qui étaient prêts à défendre des convictions que nous partagions, qui étaient mieux placés que nous pour le faire, eh bien, il fallait les soutenir plutôt que d'essayer d'y aller tout seul. Et j'espère que la gravité des circonstances que traverse notre pays permettra à un certain nombre de responsables politiques d'adopter la même attitude dans les temps qui viennent. Il le faudra, parce que l'enjeu de 2027, il est très clair. Il faut mettre les néolibéraux dehors et il faut empêcher la gauche d'accéder au pouvoir. C'est ça l'enjeu. Il n'y en a pas d'autre. Vous pouvez tourner le problème dans tous les sens. Alors, je ne vais pas dire que tout est bon pour ça, parce que la fin ne justifie pas les moyens. Mais enfin, on a quand même suffisamment de choses communes. On peut parfaitement se mettre d'accord sur 5, 6, 7 grandes mesures à prendre pour redresser la France. Pas plus que ça, et on sait lesquelles. Et elle serait partagée par une très grande majorité de Français et portée par une très grande majorité de gens de bonne volonté, y compris des gens qui sont à gauche mais qui aiment la France et qui ne veulent pas qu'elle se dissolve dans l'Europe. Je pense aux patriotes de Michel Onfray, aux gens de Georges Kuzmanovic ou des petits partis, c'est pas péjoratif, nous en sommes un nous aussi, tous les souverainistes, tous les gens qui sont un peu conservateurs, tout ça peut se rassembler sous la même bannière. Ce qui signifie, Jean-Frédéric Poisson, c'est qu'aujourd'hui il n'y a pas de candidat de votre cœur dans le paysage politique électoral français. Je soutiendrai celui qui est capable d'empêcher les néolibéraux de rester au pouvoir et de la gauche d'y arriver, c'est simple. Voilà. C'est très clair. Ben voilà, c'est simple. C'est très clair. Et ce sera clairement pas moi, parce que moi je ne suis pas en situation de pouvoir le faire. Donc, c'est une position assez gaulienne, finalement. Je sais voilà. pas, mais on était sur ce clivage-là. En tout cas, c'est clair. En tout cas, c'est clair. On ne peut pas continuer de dissoudre la France dans un ensemble, fédéral européen. On ne peut pas continuer de faire actionner la domination des logiques de commerce et de marché sur la vie des Français. On ne peut pas marchandiser toutes ces choses. On ne peut pas emmerder les gens, comme disait Pompidou, tous les jours et en nous rajoutant une louche sur la tête à chaque fois. On ne peut pas priver les gens d'oxygène à chaque fois qu'ils veulent faire quelque chose. Enfin, on peut pas faire. On faut arrêter de faire tout ça. Qui est prêt à ça ? Nous verrons, mais j'espère qu'il y en a un. Et pourtant, on a la très nette sensation que le peuple français, dans son ensemble, est conscient de ces enjeux, cette réalité, et qu'elle ne trouve pas, j'allais dire, la personne qui incarne cette synthèse dont vous définissez. Il n'en a pas l'occasion. Premier élément. Deuxième élément, la crise de la Covid a fait un mal terrible à l'esprit de résistance dans notre pays. Il nous a mis en situation d'accepter des choses qui, en principe, auraient dû être inacceptables, et je parle des restrictions innombrables de nos libertés que nous avons subies. Avec le recul, et même le docteur Blachier nous disait hier avec le recul, on aurait peut-être pu ne pas faire exactement comme ça. Ça, parce qu'il a dit aujourd'hui, mais bon, il y avait des gens qui l'avaient pressenti. Moi qui suis un lecteur attentif de Saint-Mathieu, j'ai appris depuis longtemps qu'il faut traiter les ouvriers de la 11e heure comme on traite ceux de la première, mais il y a des conversions tardives qui sont un peu spectaculaires quand même, qui mériteraient quelques explications. Voyez-vous, à la fois sur les politiques publiques, sur toutes les bêtises qu'on a racontées sur les vaccins, et j'en passe, et des pires. Mais on a vécu une expérience terrible à ce moment-là, parce que ceux qui manipulent l'opinion, il y en a dont c'est le métier, qui nous mentent à longueur de temps, il y en a qui font ça très bien, qui sont au pouvoir aujourd'hui, ont compris qu'en fait le seuil d'acceptation du peuple français était en fait très 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 élevé. Très élevé. Et de mon point de vue, quand on voit l'attitude de Sébastien Lecornu, l'attitude d'Emmanuel Macron, ce qui se passe aujourd'hui à l'Assemblée nationale autour du budget, on va voir comment ça se passe au Sénat, ça va pas être la même musique sans doute. Mais ils se disent, puisque les Français acceptent tout et n'importe quoi, on va continuer encore pendant 1 an et demi. Mais 1 an et demi à ce régime, cher Perico Légas, chers auditeurs, on sera dans quel état dans 1 an et demi si ça continue à se Le compte à rebours est aujourd'hui assez inquiétant. C'est quand même très très dangereux ce qui est en train de se passer. Donc je crois qu'effectivement il y a beaucoup de manières de permettre aux gens qui partagent cette même volonté de redresser notre pays
Pas seulement sur la question économique, qui n'est pas accessoire, mais il y a d'autres choses à faire aussi, sur le plan culturel, éducatif, des flux migratoires, la culture, enfin il y a plein de choses à faire. En gros, il faut repenser les institutions, il faut penser la République, en faut-il une 6e? Enfin, vous avez des idées là-dessus, en tout cas, d'adaptation de la Constitution et des institutions. Je pense que nous ne vivons pas une crise de régime. Nous ne vivons pas une crise politique, nous vivons une crise du personnel politique, c'est un peu différent. Les institutions, elles fonctionnent. La meilleure preuve, c'est qu'il y a une assemblée qui débat. Quand on n'a pas mis la suspension de la réforme des retraites dans le texte de loi qui arrive à l'Assemblée, on trouve le moyen par la lettre de révision de le mettre quand même. Donc ça veut dire qu'il y a dans la Ve République une souplesse extraordinaire qui a été d'ailleurs voulue et pensée comme ça et qu'on a su adapter au fil du temps. D'où la défiance immense des Français envers la classe politique, y compris envers les médias, enfin envers tout ce qui est institutionnel. Et je pense que la manière dont ceux qui sont aux affaires aujourd'hui font marcher ces institutions en oubliant qu'il y a un peuple au fond, parce que c'est quand même ça le sujet, accroît évidemment la défiance qu'il y a. Je me souviens que, je crois que c'était pour le 10e anniversaire des Guignols, Canal+ avait publié un long métrage des Guignols, ça devait durer 1h, 1h10. J'ai revu une petite annonce il n'y a pas longtemps, je ne l'ai pas retrouvé en entier. Et ça mettait en scène, en fait, une classe politique qui se réveillait un matin et il n'y avait plus personne dans les rues. Le peuple avait disparu. Je me souviens. Le peuple avait disparu. Et alors, ça durait un quart d'heure d'étonnement et ça reprenait de plus belle comme si le peuple était encore là. Avec 60% d'abstention à certains scrutins, on n'en est pas loin, le message était quand même assez clair, c'était prémonitoire, c'était il y a 30 ans déjà. Donc, moi je crois beaucoup dans le fait que il faille, et on doit pouvoir redonner aux corps intermédiaires, aux familles, aux entreprises, aux territoires, aux organisations syndicales dans lesquelles je crois beaucoup, que je soutiens beaucoup, l'oxygène dont ils ont besoin aujourd'hui. Si on leur redonne cet oxygène, le reste se fera tout seul. Alors vous êtes aussi inquiet sur des sujets de santé. Est-ce qu'il y a une souveraineté de la santé en France? Le docteur Blachy, on en parlait hier, il disait il faut faire attention à ce qu'on garde la maîtrise de notre système de santé et la façon dont le corps médical doit se comporter. Maude, vous avez une question à poser. Oui, Jean-Frédéric Poisson, vous avez écrit en mars 2025 OMS l'overdose pour que la France s'en sorte. Faut-il en sortir? Alors sans spoiler, est-ce qu'il faut sortir de l'OMS? Et c'est quoi l'OMS aussi peut-être pour les auditeurs qui ne savent pas ce que c'est? L'Organisation mondiale de la santé est un organisme créé dans le giron de l'ONU après la Seconde Guerre mondiale, juste après, avec une très belle idée qui consistait à faire en sorte que les nations mettent en commun des moyens pour aider les pays un peu moins favorisés dans lesquels la santé publique n'était pas en pleine forme pour des tas de raisons à se hisser à un standard acceptable pour que les gens soient mieux soignés partout dans le monde, dans un élan de solidarité internationale, ce qui était une très bonne idée. Petit à petit, je ne veux pas citer les détails parce que l'histoire est longue, elle est devenue un instrument qui est aujourd'hui, malheureusement, dans les mains des lobbies pharmaceutiques, en particulier les fabricants de vaccins en tout genre, à commencer par la fondation Bill Gates. Et au fond, ce qui s'est passé avec la pandémie du Covid, c'est que l'OMS a voulu faire en sorte que il n'y ait une politique sanitaire uniforme dans le monde entier en cas de pandémie. Je vous passe les détails. L'intention de l'OMS, c'est de faire en sorte que, d'abord en cas de pandémie, puis sans doute après un peu pour la suite, les États soient privés de leur liberté d'action en termes de santé publique pour soigner les peuples, et que ce soit l'OMS qui décide de tout. Enjeu financier ou... Enjeu d'abord de conception de l'humanité comme une espèce de tout qui doit être uniforme. C'est un marché. Extrêmement gênant. C'est la notion de marché. C'est une notion de marché, ça se décline dans une notion de marché, et en plus, je disais tout à l'heure que l'OMS est à la main d'un certain nombre d'intérêts privés, en particulier la fondation Gates. La fondation Gates est le plus gros pourvoyeur financier de l'Organisation mondiale de la santé. Ça chiffre à plusieurs centaines de millions de dollars par an. C'est une aide, c'est une subvention. C'est une subvention, mais elle est fléchée. C'est-à-dire qu'il y a une différence entre les États qui contribuent à hauteur de la production de richesse, d'un côté, et d'un autre côté, les mécènes et les aides privées. C'est que les personnes privées qui soutiennent ont le droit de flécher leurs dons. C'est-à-dire peuvent dire à l'OMS, je vous donne, mais c'est pour faire ça, et pas autre chose. Et je ne vous fais pas de dessin, quand vous articulez la volonté de prendre le contrôle des politiques de santé publique en cas de pandémie, plus le fait de déterminer des politiques publiques et de les exiger de la part de l'OMS quand vous payez, si par hasard, vous avez des intérêts dans les fabriques de vaccins, vous comprenez très bien que si vous dites à l'OMS, tiens, ça tombe bien,
l'OMS pourrait nous dire en cas de pandémie, si ces modifications aboutissent, vous allez confiner tout le monde et vous allez vacciner tout le monde de manière obligatoire et ce sera avec tel vaccin. Bon, la France a encore des moyens de s'émanciper de ça. Elle n'est pas totalement tributaire. De refuser de ratifier ce traité, puisque l'OMS doit d'abord modifier ses statuts pour aboutir à la situation que je crains et que je viens de décrire, dans laquelle elle prendrait la main sur nos politiques de santé publique. La France doit ratifier le projet de traité qui sortirait des instances de l'OMS. Le Parlement doit le faire, et je fais partie de ceux qui militent pour que ce soit le Parlement qui se saisisse de cette affaire pour examiner la ratification de ce traité. Et effectivement, si jamais on devait se faire imposer quoi que ce soit en termes de santé publique par l'OMS, il faudrait quitter. Comme les États-Unis l'ont fait il y a une dizaine de mois maintenant. Et l'Argentine de Javier Milei, il l'a fait aussi. Puis dans la foulée, je crois que 2-3 semaines après, en février, l'Argentine a quitté l'OMS aussi. C'est une question de souveraineté. C'est une question politique fondamentale. Est-ce qu'on est encore dans une situation de souveraineté du peuple? On reprend la conversation dans quelques instants, Jean-Dominique Poisson. Jean-Frédéric Poisson. Et n'hésitez pas à lui poser vos questions en direct sur Sud Radio 0826 300 300. À tout de suite. Les Chevaliers du Fiel. 17h, 18h sur Sud Radio. 0,05 le litre, transformé en France. Pour votre santé, limitez les aliments gras à les sucrés. Midi 14h, Sud Radio, la France dans tous ses états. Nous sommes avec Jean-Frédéric Poisson qui essaie de sauver la droite et même de sauver la France avec ses modestes moyens, mais une conviction et une passion déterminée. Jean-Frédéric Poisson, vous vouliez apporter une précision au niveau santé sur le rapport du médecin à son patient. Il y a des enjeux de souveraineté, bien sûr, puisque si le traité de l'OMS était adopté comme il le souhaite, nous perdrions, dans les cas graves de pandémie, notre souveraineté sanitaire. Mais il y a deux conséquences que nos auditeurs doivent avoir en tête. La première, c'est la conséquence sur la relation entre nous-mêmes et notre médecin. Puisque si les politiques de santé publique deviennent obligatoires, je ne sais pas ce que devient la relation particulière entre le patient et son médecin. C'est un sujet. Et deuxièmement, dans le projet de traité qui est souhaité par l'OMS, il y aurait l'obligation pour les nations de communiquer l'intégralité des données de santé à l'Organisation mondiale de la santé, y compris toutes nos informations et nos données personnelles. Et là, on ne sait pas ce que ça devient, ou alors on en a une petite idée malgré tout. Mais nous entrons donc dans une ère dans laquelle, alors que pour l'instant, nous avons été élevés, en tout cas moi comme vous, mon cher Perico, dans cette idée que tout ce qui concerne la santé, c'est secret. Et bien que sûr. Confidentiel. Ça relève d'une confidentialité, Là, on ne sait pas où iraient nos données personnelles qui pourraient être utilisées à des tas de fins que nous ignorons. Voire par l'intelligence artificielle pour engendrer et bien entendu les grands opérateurs numériques dont on n'a pas envie. Exactement. Jean-Frédéric Poisson, nous sommes en ligne avec Catherine qui nous appelle de Lyon. Bonjour Catherine. Bonjour Catherine. Oui. Merci, bonjour de me prendre. Je suis adhérente du Parti chrétien-démocrate depuis que Christine Boutin l'a fondé, donc c'est vraiment une amie qui vient intervenir. Bonjour. Et vous remercier. Mais je réagis à votre réaction, Jean-Frédéric, quand on vous demande si c'est ce que vous pouvez faire pour la droite. Je pense que vous êtes un peu trop modeste. Vous aviez crevé l'écran quand il y avait eu les primaires de la droite. Tout le monde était stupéfait de votre poids, sur tous les plans, de votre compétence, de votre sagesse. Et moi, j'aimerais que peut-être vous n'attendiez pas simplement qu'on vous appelle et qu'on prenne vos services, mais que vous vous mettiez un peu plus devant, parce que je pense que nous portons quelque chose qui nous transcende tous et qui sera toujours éternel. Voilà. Donc voilà, merci de m'écouter. Alors, Jean-Frédéric Poisson, est-ce que vous sentez cet appel? Vous avez eu l'appel de Dieu à un moment donné? C'est gentil. Est-ce que l'appel de la République a encore une chance de vous séduire? C'est gentil de dire que je suis un homme de poids, c'est ce que mon épouse me dit de temps en temps. On parlait du point intellectuel, avec un soupçon de reproche. C'est rigolo ça. Mais l'ancien pilier gauche du 15 parlementaire que je suis ne rechigne pas, à frôler le quintal. Parfois, alors, est-ce que vous êtes prêt à repartir dans la mêlée? Moi, je repartirai d'une manière ou d'une autre, mais il faut avoir le. Je pense, comme Catherine, que le message chrétien a quelque chose à dire dans la société d'aujourd'hui. Alors, évidemment pas pour imposer quoi que ce soit à qui que ce soit, mais cette idée selon laquelle personne ne doit être laissé en dehors du chemin, selon laquelle la dignité humaine est une valeur que rien ne surpasse, que si on ne fait pas attention à ça, le reste s'écroule, qu'il faut traiter la responsabilité d'aider fort à être fort et d'aider faible à être un peu moins faible. Enfin, tout ça sont des choses qui sont respecter les corps intermédiaires, les communautés naturelles. Que le Christ était le premier leader socialiste, nous sommes d'accord. Oui, et que Saint Paul aurait un peu atténué la doctrine. Socialiste, c'est peut-être beaucoup dire. Je pense que le Seigneur lui-même ne serait pas d'accord avec ça. Enfin, je ne peux pas parler à sa place, mais en tout cas, le message chrétien, qui est un message de générosité et d'attention à autrui,
une société des solidarités, une société de l'entraide. Ça, c'est quelque chose à quoi je pense les Français sont sensibles. Et derrière, je le disais encore tout à l'heure, le projet de la pensée sociale chrétienne, il y a cette idée qu'il faut respecter les communautés naturelles, que la famille en est une, que la nation en est une, que les associations, les entreprises sont des communautés dans lesquelles les gens apprennent à vivre, ils s'épanouissent eux-mêmes, mais apprennent aussi le service collectif. Donc tout ça doit être restauré. Ça a été beaucoup abîmé par les néolibéraux, et Macron au premier chef et de manière la plus violente. Donc il faut en sortir. Je pense que ce message-là, les Français l'attendent sans doute. Maintenant, il faut des vecteurs pour ça. Vous êtes ici à Sud Radio, comme les autres médias, tenus par des quotas de temps de parole, des choses, etc. Et nous ne sommes pas un grand parti politique, donc nous n'avons pas. Et merci de votre invitation à nouveau pour me permettre de dire tout ça ce matin. Donc on a des problèmes de visibilité, c'est vrai. Nous continuerons avec notre bâton de pèlerin d'aller essayer de porter cette parole-là un peu partout, et en cherchant quelqu'un qui pourra nous aider à la faire porter davantage. À vous entendre, on reprend à la parole du général de Gaulle qui parle de tâches immenses au moment de rebâtir la France et de lui retrouver ses heures de gloire. Jean-Frédéric Poisson, vous avez été taclé pendant la campagne la présidentielle américaine de 2016. Vous avez dit la proximité d'Hillary Clinton avec le lobby sioniste. Aujourd'hui, quand on entend la gauche française parler des Juifs et d'Israël, mais ce que vous avez raconté, c'est des billevesées à l'arrière, c'est insignifiant. Vous avez été sévèrement, je ne veux pas dire lynché, mais enfin malmené. Et aujourd'hui, le discours de la gauche, je ne dis pas l'extrême droite, le discours de la France insoumise sur les Juifs de France et sur Israël est quand même disproportionné par rapport à ce qu'on vous a reproché. C'est 1000 fois pire. C'était la seule fois de ma vie où j'ai fait 4 jours de machine à laver, ça je m'en souviens, je peux vous dire. J'ai eu tort dans cette affaire. Je n'ai pas compris. Il n'y avait pas de mauvaise intention de ma part. Enfin, tous ceux qui me connaissent le savent bien. Il n'y a pas d'antisémitisme en tout cas. Évidemment que non. Si j'avais dit, enfin quand on est chrétien, c'est pas facile quand même. Hein. Si j'avais dit groupe de pression pro-israélien, j'aurais jamais eu de problème. J'ai accolé donc c'est la formulation. Voilà, j'ai accolé 2 mots. Et heureusement qu'il y a des groupes de pression pro-israéliens aux États-Unis. Imaginez qu'il n'y en ait pas. Oui. En même temps, on peut considérer que c'est aussi ce qui a aggravé la situation au Proche-Orient, le poids ce lobby sur la politique américaine est toujours avéré, personne ne le conteste. C'est un sujet compliqué. Et après, les communautés qui sont en danger éprouvent le moyen de se défendre et de s'organiser. On peut pas leur en faire le reproche. Mais c'est vrai que par rapport à ce qui se dit aujourd'hui, et par rapport à l'ambiance dans laquelle ce sujet israélo-palestinien est traité, ce que j'ai dit, c'était vraiment... Puis c'est un fait. Enfin, je veux dire, si vous c'est ce que j'avais dit à vos confrères de France Info, chez lesquels j'étais passé le lundi matin, si vous tapez Zionist Lobby sur votre barre de recherche en anglais Google, vous avez des milliers de pages. Donc évidemment qu'il y en a des gens qui défendent l'idée qu'Israël ne peut pas être le seul peuple de la Terre à pas avoir le droit à un État et à un territoire. Bien sûr. Évidemment. Et pour autant, il faut accepter l'idée d'un État palestinien, sinon ça n'y aura pas de solution dans des frontières garanties. C'est pareil pour les Palestiniens. Les Palestiniens ne peuvent pas non plus être le seul peuple de la Terre à pas avoir le droit à un État et un territoire. Je crois que c'était la position en général de la diplomatie française depuis toujours, cohérente, et voilà, elle est remise en cause depuis quelques mois, quelques semaines. Alors à cause du 7 octobre. maintenant, par rapport à la manière dont ces sujets étaient traités, il y a quelques décennies, la situation a quand même beaucoup changé, parce que auparavant, dans les années 50-60, il y avait déjà des affrontements, il y en avait bien avant d'ailleurs la création de l'État d'Israël. Enfin, tout ça est très très ancien. Ça commence avec la prise de Jérusalem par le calife Omar. On est en 640 quand même. C'est une vieille affaire. Hein. Un vieux dossier. Ça date pas d'hier. Maintenant, le phénomène nouveau qui est apparu, c'est l'essor visible et puissant de l'islam conquérant, y compris dans cette région. C'est-à-dire le fait que auparavant, il y avait des tensions déjà entre les peuples dans cette région du monde, mais on n'avait pas encore... les premiers attentats, c'est Septembre Noir, Munich 72, c'est les premiers détournements d'avions de ligne par des commandos palestiniens. Tout ça commence à... C'est le sujet de votre livre, L'islam à la conquête de l'Occident, la stratégie dévoilée. Jean-Frédéric Poisson, je vous propose de revenir. C'est un sujet d'actualité profond qui crée beaucoup de clivage et beaucoup de tensions et beaucoup d'inquiétudes. Je vous invite à revenir en parler. On vous contactera et ça sera toujours avec plaisir qu'on vous recevra. Merci d'avoir été là avec nous aujourd'hui. Merci à vous. Et bon courage et bonne foi surtout, je crois que vous n'en manquez pas pour aider notre pays à sortir de ce merdier.